Bonjour et bienvenue à cette 4e balado dont le thème est tout ce que vous avez toujours voulu connaître sur la grammaire et n'avez jamais osé demander. Je me présente, je suis Francesca Sinotte, je suis chargée de cours au département des sciences de l'éducation à l'UQTR et je vous présente ma collègue Priscilla Boyer qui est spécialiste de l'enseignement de la grammaire. Alors, Priscilla, lors de la dernière balado, tu nous as parlé au niveau de la terminologie, en utilisant des termes nouveaux de la grammaire rénovée. Peux-tu continuer dans cette voie, s'il te plaît? Oui, surtout pour défaire peut-être une représentation fautive que les gens entretiennent. C'est pas juste le changement de la grammaire rénovée et la grammaire traditionnelle, c'est pas juste une question de changement terminologique. C'est lorsqu'on décide qu'on change quelque chose sur le plan terminologique, c'est il y a deux raisons qui se cachent derrière ça. Une nouvelle restructuration des phénomènes langagiers, donc on essaie de les organiser différemment ou conceptuellement, mais parfois aussi une simplification des termes pour les élèves. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'épithète. C'est loin. C'est ça. L'épithète, dans le fond, c'est un complément du nom. Ah oui. Et mon Dieu, que c'est donc bien beaucoup plus simple de parler de complément du nom plutôt que de parler d'épithète. OK? Et pour les élèves du primaire ou du secondaire, la petite nuance apportée par la question de l'épithète ou de la position, etc., pas nécessairement pertinente. Tu sais, déjà, on va essayer qu'ils comprennent l'idée de complément du nom en tant que tel. Donc, il y a des termes comme ça là, qu'on a simplifiés. Là. Un autre excellent exemple de cet ordre, c'est le complément d'objet direct. Tu sais, y a-t-il quelque chose... Ça n'existe plus, là, le complément d'objet direct. Y a-t-il quelque chose de plus emblématique de la grammaire traditionnelle que le complément d'objet direct? En fait, la notion... Qui est placé après, ça ne s'accorde pas. Oui, mais ça... on va y venir, celle-là. Je le garde en réserve. Mais l'idée du complément d'objet direct, c'est la notion d'objet. Alors, c'est quoi un objet? Bien, ça, c'est ce sur quoi porte l'action. Essaye d'expliquer ça à des élèves. Oui, c'est assez complexe et évasif, je trouve. Oui, quasiment philosophique. Bien, c'est ça. Puis, il y avait des définitions, là, vraiment, tu te reprenais 2 fois pour lire le paragraphe pour essayer de voir, OK, attends, cette notion d'objet sur lequel porte le verbe, dans le cas de « je vais à Québec », est-ce que c'est un objet sur lequel porte le verbe « aller ». En tout cas, tu sais, il y a vraiment des analyses là-dessus. Alors, on a tout simplement décidé, dans la grammaire rénovée, d'enlever la notion d'objet qui est plus utile, de simplement parler de complément du verbe. C'est beaucoup plus simple. Oui. Comme ton épithète de tout à l'heure. Exact. C'est beaucoup plus simple. Oui. Complément du nom, complément du verbe. Complément de l'adjectif, complément de l'adverbe, complément de la préposition. Ça dépend des grammaires, mais il y en a qui le présentent. C'est si simple. Pourquoi les gens trouvent ça si complexe? Ah, mon Dieu, mais c'est parce que c'est tellement abstrait. Quand je parle à un enfant de 9 ans, 10 ans, 11 ans, puis même nos grands adolescents de 14, 15 ans, il reste qu'un verbe, ça se croise pas sur le chemin. Non. Tu sais, t'es invites pas à souper. Donc, c'est vraiment du domaine de l'abstraction. C'est même pas quelque chose qui se représente visuellement. C'est pour ça que les représentations en arbre ou les représentations avec l'emboîtement ou même des petits trains avec les élèves au primaire, toute représentation peut être aidante là, pour aider à le figurer parce que c'est abstrait. Et non seulement c'est abstrait, mais c'est personnel, dans le sens où on manipule la langue depuis longtemps, ça nous appartient. C'est pas comme « je découvre la géographie », OK? C'est « je découvre la langue que j'utilise déjà depuis plusieurs années » sous un autre angle. Donc, c'est une posture métalinguistique qu'on demande aux élèves d'avoir. Quand tu parles de métalinguistique, qu'est-ce que tu veux dire? C'est qu'ils vont réfléchir à propos de la langue qu'ils utilisent. Donc, c'est d'être capable de se sortir du sens que la langue a pour réfléchir sur les mécanismes de la langue. J'ai un excellent exemple pour t'aider à comprendre ça. Vas-y donc. Un exemple d'un cahier d'activité grammaticale du primaire avec une petite élève. C'est Marine Nadeau qui nous avait présenté cet exemple-là, puis je m'en suis rappelé toute ma vie. Dans le fond, c'est un extrait de... Puis je pense que c'est dans un article, mais j'ai oublié la référence, pas grave. Ce qu'on voit, c'est un dessin d'un papa qui cogne à une porte de salle de bain en disant, tu sais, qui a besoin d'aller à la salle de bain, puis il y a quelqu'un de l'autre côté de la porte qui fait qu'il y a une bulle de dialogue,
Puis ça dit « Je ne suis pas encore prête, je vais sortir bientôt ». Là, la question, c'est qui est derrière la porte? Mettons quelque chose comme « Est-ce que c'est sa fille, sa femme? Est-ce que c'est sa fille et sa femme ou est-ce que c'est son fils? » Ce qui est sous-entendu dans la question, c'est « Regarde, c'est écrit « prête ». Ouais. C'est féminin, c'est singulier, donc ça doit être sa femme. Mais l'élève, elle n'a pas compris que c'était la langue qui était en question ici. Elle a regardé l'histoire, puis elle s'est dit, ben là, c'est sûr que c'est pas sa fille, sinon il aurait dit de sortir tout de suite. C'est ça la réponse qu'elle a mis. Okay? Donc, on voit que cet élève-là, elle ne s'est pas placée en posture d'analyse de la langue. Elle n'a pas eu une posture métalinguistique. Donc, c'est normal, c'est naturel chez nos élèves qui sont plus jeunes, puis il y en a qui sont vite, là, pour voir ça, là. Que quand tu vois « il », c'est un gars, puis quand tu vois « elle », c'est une fille. Oui, puis, tu sais, ils lisent des phrases, puis ils se l'imaginent dans leur tête, mais ils sont pas en train de voir « Ah, tel mot va avant tel autre », etc. Tu sais, c'est pas évident, là, de faire cette entrée-là. Puis plus les élèves ont de la difficulté à le faire, bien plus c'est des élèves en difficulté en français. Tu sais, on voit la relation qu'il y a entre les deux. Alors qu'il y en a d'autres qui ont 7 ans, puis ils ont déjà compris que tous les mots qu'ils disent, ça veut rien dire dans le fond, parce que c'est juste qu'on s'est entendu. Parce que la compréhension de la langue, la compréhension de la grammaire, bien, pas de la grammaire, parce que j'ai accroché sur les élèves en difficulté. Ouais. Donc, si tu as des notions de grammaire et que tu les comprends, ces notions-là, ça fait en sorte que tu risques d'avoir beaucoup plus de facilité en lecture et en écriture. Oui. Mon cas était un cas exemplaire dans ce sens-là. J'avais pas de difficulté à l'école, entendons-nous bien. Là. J'apprenais très bien, mais on en a déjà parlé, j'avais le problème de dyslexie. Puis la seule façon par laquelle j'ai réussi à m'en sortir, c'est que j'ai appris les règles, j'ai compris à maîtriser la langue avant d'être capable de savoir si carotte, ça prend 2 T ou un T. OK. Mais tous les élèves ne sont pas dotés de facilité comme je pouvais l'avoir pour comprendre l'abstraction. OK. Donc, c'est sûr que c'est un enjeu, l'enseignement de la langue avec des élèves en difficulté. Puis, malheureusement pour eux autres, on a la pire orthographe des langues alphabétiques. Mm-hmm. On a une mauvaise correspondance graphème-phonème. Donc, il y a beaucoup de lettres qui ont plus qu'un son et beaucoup de sons qui s'écrivent par beaucoup de lettres. Comme le son O, Ah ouais, je pense c'est qu'il y a vraiment 69. Je sais pas, moi j'avais plutôt 37, 38, mais peu importe. Oui, c'est ça. C'est en haut de 35 déjà, on peut se dire ça. Fait que c'est sûr, tu sais, O, H-O, O-H, O-T. H-A-U-T. E-A-U-L-T. C'est ça. On peut continuer le A-U-L-T, O, accent circonflexe. Oui. Donc, voilà. Ah, puis on a chaud A-U-D. A-U-D. Puis là, il y en a sûrement que j'oublie. Là, Ah, il y en a un certain nombre. Donc, on demande à un tout petit, c'est beaucoup, là. Et un élève qui est en difficulté, bien, pour apprendre cette orthographe qui est si difficile avec beaucoup de lettres muettes, bien, on est comme obligé de passer par la compréhension de la grammaire. Donc, c'est ce que tu nous suggères, sans le dire, c'est de comprendre la langue avant d'être capable de l'écrire. Bien, en fait, non, parce que ça va de pair, ça se développe. Mais ce qui serait important, c'est que, comme enseignant, je vais me placer dans cette posture-là, le plus important, c'est que l'enseignant maîtrise plus que les autres. Un enseignant d'adaptation scolaire doit avoir une excellente maîtrise de l'objet qu'il enseigne, parce qu'il doit être capable de le découper, OK, de le didactiser, je veux dire, de le transformer pour que l'élève en difficulté y ait une petite étape à la fois dans son apprentissage. Parce que si c'est de l'enseignement, comme on voit des fois dans certaines classes, il ne sera pas capable d'avaler le morceau complet. Donc, à mon sens, là, c'est la responsabilité des enseignantes en adaptation scolaire dont je suis la directrice, là, tu sais, je leur dis souvent, là, il faut que vous soyez meilleurs encore que les autres. Parce que vos élèves sont en difficulté. Ce n'est pas parce que vous allez enseigner des notions de base que, justement, vous pouvez faire l'économie de comprendre. Écoute, si tu ne comprends pas ce que tu enseignes, tu passeras pas... tu ne peux pas enseigner ce que tu ne comprends pas.
On a dévié, hein? On a dévié, mais je trouve que tu viens de dire quelque chose de très percutant. On ne peut pas enseigner ce qu'on ne comprend pas. J'aimerais ça qu'on y revienne éventuellement à cette... Oui, on y reviendra. Puis revenons à notre terminologie grammaticale. Oui. J'ai parlé du CO2, j'ai parlé de voyons, j'en ai oublié un, là. Hein. En tout cas, j'ai parlé de termes... De parler de complément du nom, de complément du verbe. Puis CO2. Mais là, eux, c'est comme si la même réalité était toujours là, mais on faisait juste le nommer un petit peu autrement. Là, je vais parler de termes qui, cette fois, montrent une transformation de notre façon de voir les choses. Le premier, c'est la notion de déterminant. C'est intéressant, on oublie que la notion de déterminant vient de la grammaire rénovée, parce qu'au Québec, il y avait déjà des grammaires à la fin des années, disons au début des années 90, qui, même s'ils étaient en grammaire traditionnelle, avaient commencé à parler du déterminant. Parce que c'est trop fort comme notion. Et aujourd'hui, en classe, j'ai des étudiantes qui se rappellent même pas ou qui n'ont jamais connu ce qu'il y avait avant. C'était l'article, puis les adjectifs possessifs, adjectifs déterminants. Un déterminant possessif, un déterminant article. Aujourd'hui, on dit déterminant, mais dans le temps, c'était adjectif possessif. Ah oui. Adjectif indéfini. Puis moi, je comprenais pas quand j'étais du haut de mes 10 ans comment « mais » pouvait être un adjectif comme « joli ». OK? Et j'avais raison, Colin, c'est pas pareil pantoute. Bien, c'est pas la même chose. C'est pas le même, on parle pas de la même chose. Non. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'en testant, puis en voyant qu'ils se remplacent, qu'ils se mettent toujours à la même place, etc., en faisant des manipulations syntaxiques, les linguistes ont déterminé ou se sont rendus compte que, bien, ici, on pourrait faire une très grande catégorie, une nouvelle classe de mots, qui serait la classe de mots des déterminants, dans lequel on aurait nos articles, nos adjectifs possessifs, on les appellerait plus comme ça, on les rentre à l'intérieur. Ça, c'est un changement. On a reconceptualisé les choses autrement. D'ailleurs, pourquoi on aurait eu une classe de mots de l'article dans lequel il y a 5 mots en français sur 60 000? Tu sais, à un moment donné, je ne dis pas rentable. D'ailleurs, ma mère, elle a donné des cours à ma nièce de 8 ans pendant la période de confinement pour le français, pour qu'elle puisse continuer son apprentissage. Puis, j'y ai fait un espèce de cours en accéléré pour l'aider à la soutenir dans les apprentissages de ma nièce. Puis là, elle était là, comment ça, l'article n'existe plus? Genre, elle était attachée à sa notion d'article. Mais non, ça n'existe plus. Mais c'est beaucoup plus simple. Une grande catégorie de déterminants. Ben, Puis le mot déterminant est plus logique. Oui, c'est vrai. Puis après ça, il faut se poser la question comme enseignant, en quoi c'est pertinent que j'enseigne que des déterminants indéfinis, possessifs, démonstratifs. Si je décide que j'enseigne ces déterminants-là, c'est parce que mon intention pédagogique est claire en ce sens-là. Tu sais, si je veux juste que mes élèves comprennent c'est quoi un déterminant puis réussissent l'accord, que ce soit possessif, indéfini, ou ça change absolument rien. Ça peut venir changer si je veux, par exemple, travailler le sens du déterminant dans le texte. Là, je pourrais peut-être enseigner qu'il y a différentes valeurs sémantiques au déterminant, ou si je veux enseigner la différence entre c'est et c'est, peut-être que là, je pourrais aborder un peu cette question. CES. Ouais. Mais c'est juste pour dire que l'appareillage terminologique, il faut y réfléchir. Ça n'a pas besoin... qu'est-ce qui est essentiel pour mes élèves à ce stade-ci de savoir et c'est quoi mon intention pédagogique, didactique, disons, d'apprentissage? Ouais, une dernière notion peut-être? Bien, en fait, ça serait le participe passé, moi, que j'aimerais que tu nous entretiennes. Oui, on en avait parlé dans le cadre de la première balado, là. C'est intéressant, cette notion-là, parce que, bon, c'est emblématique de l'enseignement du français. Tout le monde a entendu parler du participe passé ou du PPS, du PPA, du PPE. Il y a toutes sortes de façons de l'écrire à l'école. Et la notion de participe passé, telle qu'elle était décrite dans la grammaire traditionnelle, était très englobante. C'est qu'à partir du moment où on reconnaissait qu'il y avait un verbe dans le mot, on disait que c'était un participe passé. Donc, on disait, par exemple, « Ah, ça, c'est un participe passé employé seul. » Ah, ça, c'est un participe passé, mais qui joue le rôle de préposition. Ah, ça, tu sais, vu que, vu, etc. Donc, c'est comme si on, pour une raison un peu étrange, qui était propre à la grammaire traditionnelle, on gardait l'idée que les mots avaient une nature, donc une essence, et on se collait à cette essence-là. Donc, dès qu'on retrouvait une forme verbale dans le texte, on disait que c'était un ancien verbe ou un verbe qui était là. D'où la notion fourre-tout de participe passé.
Or, quand on se met à faire l'analyse, particulièrement du participe passé employé seul, c'est lui que je vais prendre en exemple, quand on se met à faire l'analyse de c'est quoi dans le fond un participe passé, et qu'on en arrive à une définition relativement restreinte du participe passé. Un participe passé, c'est la forme composée d'un verbe. OK? Je mange, j'ai mangé. J'ai mangé. Donc, ça veut dire que lorsque je me retrouve devant un mot que je pense que c'est un participe passé, bien, j'ai juste à revenir à un temps simple, puis je vais le voir si je l'ai. J'ai vraiment identifié. Je vais le conjuguer au présent. C'est ça. Donc, j'ai mangé une pomme, je mange une pomme, j'ai aimé cette fille, j'aime cette fille. Bon, ça fonctionne. Aimer, manger, ici, ce sont mes participes passés. Si je ne suis pas capable de faire ça, si je ne peux pas utiliser le ne pas, si toutes mes manipulations pour trouver un verbe ne fonctionnent pas, peut-être que je n'ai pas un verbe devant moi, peut-être que je n'ai pas un participe passé, mais une autre classe de mots. Dans le cas des participes passés employés seuls, mais en fait, j'ai pas un verbe, j'ai un adjectif. Et je ne vais pas trop te surprendre, mais la plupart de nos adjectifs en français, j'ai un nombre colossal d'adjectifs en français viennent de verbes. Viennent de verbes. Tu sais, intéressant, intéressé, participant. Tu sais, donc, tous nos adjectifs qui finissent en « an », c'est des anciens verbes. Quand je dis aux étudiants, par exemple, « elle est morte », cette artiste ratée est morte. Puis je leur demande de m'identifier le participe passé là-dedans ou le participe passé. Beaucoup de mes étudiantes vont identifier « raté » comme un participe passé, alors que je ne peux pas dire « cette artiste ne ratez pas, est morte ». Okay? Puis ils vont oublier « morte », parce que pour eux, « morte », c'est un adjectif. Sauf que si je mets ça au présent, qu'est-ce que ça fait? Cet artiste raté meurt. Mm-hmm. Il n'a plus d'adjectif, il a disparu. Bien, un adjectif, ça ne disparaît pas de même. Donc, ça prouve que mon « morte » ici, c'était un participe passé. Fait qu'on voit que la notion de participe passé n'est pas très claire, même dans les milieux. Puis, et pourtant, ce serait si simple. À partir du moment où on enseigne aux élèves qu'un participe passé, c'est la forme composée d'un verbe, les autres, c'est probablement des adjectifs, on teste puis on le prouve. Ça veut dire que la phrase suivante, je suis ravie de cette situation, mais je ne peux pas dire je ravis de cette situation. J'arrive pas à revenir à un temps simple. Ça veut dire que je suis ravie, c'est je suis heureuse, je suis contente, je suis satisfaite. J'ai un adjectif, j'ai pas un participe passé. Bien, si j'ai un adjectif, ça s'accorde comme un adjectif. Donc, pour nous qui avons appris le participe passé employé seul, ça semble compliqué, mais pour les élèves qui commencent, c'est beaucoup plus simple. Ouais. C'est beaucoup plus simple. Le participe passé, il est limité à son expression vraiment dans les verbes. Donc, la notion devient beaucoup plus claire. Bien, je te remercie de ces précisions-là, Priscilla. Puis, j'aimerais te lancer pour une prochaine balado sur les verbes. Oui. J'aimerais bien entendre ce que tu as à nous dire à propos des verbes. Oui, peut-être même que je vais parler à travers avec quelqu'un d'autre. Ah, peut-être aurons-nous un invité. Oui, peut-être aurons-nous un invité qui est une spécialiste pour le verbe, donc à suivre. Une spécialiste pour le verbe. Oui. Oh, c'est quelque chose. Alors, je te remercie beaucoup, Priscilla, pour cette 4e balado. On se revoit bientôt.